endroit, vous êtes sur Congo Liberty. Nous recevons aujourd'hui le doyen et le vieux Abigna. Moi, je l'appelle le vieux Abigna, mais voilà, c'est le doyen Abigna, doyen dans l'activisme politique du Congo-Brazzaville à Paris. Bonjour. Bonjour, Ningwa. Alors, est-ce que vous êtes toujours lissoubiste ou vous avez appartenu à ce mouvement-là? Non, je suis toujours l'Issoubiste, dans ce sens que l'Issouba nous a beaucoup, beaucoup plu dans le monde politique congolais, puisqu'il a l'un des vieux qui, dans l'histoire de notre pays, qui a contribué avec Massamba Deba à redresser ce pays-là sur le plan économique. Donc l'Issouba, pour nous et pour moi, reste une figure politique incontournable. Alors, l'Issouba reste une figure incontournable, mais si je vous pose la question, c'est parce que on a vu des lissoubistes rentrer au pays, devenir ministres, on va les citer. Vous avez Madame Mounari qui a quand même été l'une des plus proches collaboratrices du professeur Pascal Lissouba. Vous avez Tsassima Biala. Tous depuis ont rejoint M. Denis Sassou Nguesso. Chacun, en tout cas ça c'est l'avis de Congo Liberty, chacun à son niveau. Et vous avez aujourd'hui Monsieur Makome, qui est de Mosenjo comme Monsieur Lissouba, qui, on l'a vu sur Internet, implorait Monsieur Denis Sassou Nguesso parce qu'il souffrait. Alors, pour revenir au lissoubisme, on dit que chaque lissoubiste a un prix. Quel est votre prix, Monsieur Abignan? Est-ce que vous êtes prêt à rentrer? Non, disons que la fidélité en politique, c'est quelque chose de rare. Et quand je parle de la fidélité, de la confiance, c'est que la légèreté avec laquelle beaucoup de gens que tu as cités vont souvent essayer d'aller monnayer leur vie, leur dignité par rapport à ce qu'ils ont appartenu à l'Issouba hier, ça prouve qu'il y a une forme de légèreté. Il y a une forme de légèreté constatée par rapport à ces frères et sœurs-là que vous citez, mais qui, à mon avis, témoignent de ce qui est d'essentiel dans la vie politique et dans l'homme politique, c'est-à-dire le manque de vertu. C'est donc la légèreté qui prime, la cupidité qui prime. C'est ce qui fait que les uns et les autres ne sont pas fidèles à des personnes comme les Souba, fidèles à des principes, fidèles à des valeurs, et que comme ça, ils peuvent se permettre d'aller effectivement monnayer leur dignité et leur liberté par rapport à leur soif de vécu personnel, à l'égoïsme qui caractérise ces gens que vous avez cités. Alors, vous dites qu'il y a un problème de dignité. Est-ce que vous pensez que le fils Lissouba qui est rentré au Congo-Brazzaville et qui aujourd'hui est dans l'assemblée de M. Denis Sassou Nguesso manque de dignité, là surtout vis-à-vis de son père? Mais justement, c'est-à-dire que effectivement, il manque de dignité. Qu'est-ce que vous voulez qu'un jeune, un petit, un enfant comme ça, quelle est la culture politique qu'il a pour se permettre d'aller, effectivement, soi-disant, représenter l'Issouba ou représenter, disons, ce que son père a défendu. Et effectivement, ça témoigne que ils prennent les choses avec légèreté. Et c'est ce qui fait que, bon, ces personnages, ou ces jeunes, ou ces enfants, personnellement, je les plains. Alors, beaucoup de lissoubistes n'ont pas réagi à ce que M. Makome a théâtralisé, qu'on ne va pas reprendre ici sur Congo Liberty. On n'a pas entendu beaucoup de gens, et là on va être clair, des gens appartenant à l'UPADS ou du Grand Niari venir dénoncer M. Makome. Est-ce que là, il n'y a pas, on va dire, une complicité tacite? On reproche aux ressortissants du Nord de ne pas critiquer M. Denis Sassou Nguesso et pareil pour les gens du pôle vis-à-vis de M. Kolela. Est-ce que là, à travers M. Makome, on ne peut pas dire la même chose pour les ressortissants du Grand Niari, et Dieu seul sait qu'il y a encore beaucoup de lissoubistes ici à Paris qui ne viennent pas le décret. Il n'y a pas une complaisance là? Non, écoutez, la complaisance, tout au moins pas à ce qui me concerne, puisque Makome, d'abord, quelque chose il faut dire, M. Ningwa, c'est que Makome, quand il parle de la diaspora, il parle qu'il est le seul opposant dans la diaspora. Makome est mal placé pour parler de la diaspora et parler d'opposition dans la diaspora. D'abord, la première chose, c'est que la diaspora est plurielle. Regroupée au sein des associations,
Moi, je peux citer l'association auquel j'appartiens, les Assises, l'organisation de Andrea Ngombe qui s'appelle Ça suffit. On peut citer l'association de Mouélé contre la dictature. On peut citer l'association de Goma. Bien sûr, donc cet éventail-là montre que la diaspora est plurielle. Donc Makome, quand il dit que nous sommes l'opposition, mais il ne peut pas parler de l'opposition d'une manière et de la diaspora d'une manière générale, se disant qu'effectivement, il représente l'opposition. Il ne représente absolument rien. L'opposition, c'est pas cela, lui. Mais c'est qui l'opposition? Mais l'opposition, c'est l'ensemble des associations qui constituent effectivement la diaspora. Si Makome avait une logique, il allait se dire, bon, écoutez, je convoque tous les animateurs des associations de la diaspora, du Canada, en passant par Paris, et en ce moment, on forme une forme d'union sacrée. En ce moment-là, on pouvait se dire, bon, écoutez, il y a une démarche qui est amorcée. Mais lui, il passe en catimini avec quelques petits groupes de personnes. Monsieur Makome a quand même contacté plusieurs personnes. Mais il a contacté plusieurs rencontres préliminaires. Est-ce que là, il n'y a pas une jalousie du fait que monsieur Sassou ait contacté monsieur Makome et d'autres, on voit bien, se sont un peu délaissés? Ouais, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas ça le problème? Non. Écoutez, c'est pas ça, puisque, à mon avis, je peux te citer des gros calibres d'opposition de la diaspora qui n'ont rien à voir du point de vue de la formation verticale que des gens comme les Makome ou les gens qu'il a cités. Je peux multiplier les exemples. Dans les assises, il y a des gros calibres, des gens qui ont une expérience politique et militante, qui n'ont rien à voir avec le Makome ou avec les gens qu'il a cités. En ce moment-là, la diaspora est multiple et plurielle. Et donc, on ne peut pas se permettre de parler au nom de la diaspora sans compter qu'il y en a même qui ne parlent pas, qui sont dans le silence, compte tenu de la bêtise de l'homme politique congolais. Alors, la bêtise, comment jugez-vous les propos de M. Makome qui parle directement à Papa Sassou Nguesso, à Maman Antoinette Denis Sassou Nguesso? Beaucoup de gens se sont sentis offensés. Comment vous qualifiez ça, vous qui parlez souvent d'éthique? Non, mais justement, c'est-à-dire que c'est une personne qui n'a pas de valeur. C'est une personne dont la légèreté est caractérisée. Je ne pensais pas, à mon avis, je ne pensais pas que ce monsieur pouvait se résoudre à avoir un comportement de ce genre. Compte tenu du fait qu'il nous a déjà montré ici à Paris que, bon, il était opposant, mais quand il se résume à appeler papa, maman, en ce moment-là, ça prouve la légèreté de la personne. Est-ce que ça ne prouve pas la légèreté de la diaspora? Parce que dans le procès de M. Dabira dit bien qu'il avait transmis à M. Denis Sassou Nguesso le fait que M. Makome demandait une aide pour enterrer son père. Est-ce que là, ça ne prouvait pas que M. Makome avait déjà des ramifications dans le pouvoir? Comment se fait-il que vous, qui êtes de la résistance, en tout cas dans cette diaspora-là, continuez à fréquenter des gens comme ça? Est-ce que aujourd'hui, on ne peut pas clairement dénoncer ces accointances non claires entre la diaspora, la résistance, le pouvoir de Brazzaville? Mais justement, je vous ai parlé tout à l'heure, identifié un certain nombre d'associations organisées qui ont des représentants bien connus. Mais écoutez, que ça se résume à Makome ne représente absolument rien, il ne représente pas la diaspora. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Makome manque de... Oh, il n'a pas peut-être une culture militante sur la place de Paris, mais tous ceux qui... Moi je peux citer un homme comme Joseph Ouabari, qui est le représentant de l'IDC et Focad ici, reconnu. Encore qu'un homme comme ça, pouvant parler de l'opposition, je peux comprendre, pas même Makome. Alors, monsieur Abinia, le vieux Abinia, le doyen sur Congo Liberty, nous sommes là dans l'actualité donc de la diaspora qui a été alimentée par le voyage de monsieur Denis Sassou Nguesso à Paris. Mais au-delà, doyen Abinia, est-ce qu'aujourd'hui ne se pose pas la question que la diaspora, effectivement, comme plusieurs opposants avec le cœur, sont opposés à Sassou sur le principe, mais que certains se rendent compte effectivement que la coquille est vide et essaient de trouver des solutions? Reconnaissez quand même que ça fait 20 ans que vous dites que M. Denis Sassou Nguesso est illégitime, mais il est toujours là. Mais justement, la question essentielle pour laquelle aujourd'hui j'interpelle la conscience politique congolaise, tout au moins l'opposition, d'une manière un peu générale, c'est qu'effectivement, ça s'est produit à la conférence nationale, où
effectivement, il y a un certain nombre de responsables politiques qui ont vécu la situation que nous avons connue, notamment à la conférence nationale, ont interpellé le pouvoir de Brazzaville, ont interpellé Sassou Nguesso. Mais aujourd'hui, la question se pose en termes de quelle est l'autorité morale susceptible d'amorcer un semblant ou ne fût-ce que les possibilités d'une explication franche avec le pouvoir de Brazzaville. Et c'est ce que moi et Mathiongo on avait à l'époque parlé de la conscience nationale, la conscience supérieure. Aujourd'hui, on a besoin des consciences supérieures. On a besoin des grandes consciences dans notre pays. Parce que les problèmes sont tellement difficiles que, effectivement, ce n'est pas un groupe de gens ou quelques personnes qui, effectivement, peuvent se retrouver dans un hôtel pour dire on va aller résoudre les problèmes du Congo avec Sassou. Mais donc, les problèmes doivent être résolus d'une manière verticale et horizontale, comme on a fait à la conférence nationale. On ne pourra peut-être pas reprendre le problème comme à la conférence nationale, mais aujourd'hui, la question essentielle, c'est de trouver des hommes et des femmes congolais, patriotes, nationalistes, susceptibles de dire, bon, voilà les problèmes du Congo tels que ça se pose, effectivement, résolvons-les d'une manière large, horizontale et verticale, large. Parce que c'est pas une manière, c'est pas se retrouver dans un hôtel ou avec quelques petits larbins et tout ça pour dire, bon, écoutez, on va aller, Sassou nous a envoyé deux saltimbanques ou 3 saltimbanques pour qu'on se retrouve, bon, voilà, avec des mallettes d'argent pour qu'on dise, bon, on va aller au dialogue. Non. Alors, monsieur Abina, vous parlez de mallettes d'argent, mais de ce qu'on a entendu et vu, on parle quand même de 100 euros, de 150 euros. On est quand même dans une diaspora très vénale et, excusez-moi l'expression, j'ai pas envie de dire, voilà, une pauvre diaspora dont la précarité fait qu'elle est prête à se vendre pour 100 euros. En tout cas, certains, c'est pitoyable. Mais justement, ça montre la nature des hommes politiques, soi-disant, des hommes politiques que nous avons. On ne peut pas se résoudre avec les problèmes que le Congo, que Sassou nous pose, et aller vendre nos âmes moyennant 100 euros, 50 euros. Ça prouve que, effectivement, la qualité des hommes que nous avons, ou soi-disant les opposants. Non, écoutez, il faut élever le débat, il faut que les uns et les autres prennent conscience que les enjeux du pays dépassent la question des individus, dépassent la question des égoïsmes et tout ça. Ça transcende tout ça. Et que les hommes politiques, au sens élevé du terme, doivent se lever pour dire non, les problèmes du Congo sont tellement difficiles et larges qu'effectivement, il faut de grandes consciences pour pouvoir les résoudre. Et donc, voilà, à mon avis, c'est que je... D'ailleurs, l'abbé Bayangissa l'avait déjà lancé. Et nous, les assises, on avait lancé un appel. On appelle la tribune que nous avons lancée pour demander une forme d'union sacrée. Parce qu'effectivement, il s'agit là que les uns et les autres prennent conscience des difficultés qui sont les nôtres. Et celui qui a mis le pays dans la situation que nous connaissons soit le gros responsable de ça. Donc, du coup, ce n'est pas une affaire des petits garçons ou des gens comme les Makomé qui se retrouvent dans un coin en citant quelques noms. Le doyen Abina sur Congo Liberty, alors quelles sont aujourd'hui, parce que c'est ça réellement la question, les conditions qui peuvent faire que vous, monsieur Abina, participiez à un dialogue, on va aller plus loin, à des négociations avec le pouvoir de Brazzaville, ou vous attendez tout simplement qu'il s'effondre pour aller récupérer le pouvoir à Brazzaville? Non, la question essentielle, si effectivement on veut résoudre cette question-là, il faut que lui-même, le président, les responsables, qu'il le reconnaisse comme à la conférence nationale pour dire « j'assume ». Et s'il prend la responsabilité de dire « je fais un appel solennel à ce que, effectivement, je suis responsable de la situation que nous connaissons, je fais appel à la conscience congolaise », et en ce moment-là, tout le monde connaît les nationaux et les forces extérieures connaissent que, effectivement, Sassou appelle à un dialogue, lui-même il appelle, mais ce n'est pas qu'il envoie des petits larbins ou des petits saltimbanques dans les coins pour dire, non, comme là, il a envoyé un Béry, un Boulou ici, là, pour dire que allez-y rencontrer la diaspora. Non, c'est une affaire qui doit dire, bon, écoutez, j'ai mis le pays dans la situation que l'on connaît, je fais un appel solennel que, effectivement,
je reconnais effectivement que la situation est celle-là, bon, à ce moment-là, on peut dire, bon, écoutez, Sassou a pris conscience que les problèmes du Congo se reposent en partie sur lui. À ce moment-là, les uns et les autres se retrouvent pour dire, bon, voilà, il a fait appel, et puis il reconnaît effectivement ses fautes. À ce moment-là, on peut peut-être regarder comment aborder la question. Le doyen Abinia, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, est-ce que vous ne rêvez pas? Est-ce que vous pensez que M. Denis Sassou Nguesso va reconnaître ses torts, tous ses crimes économiques et de sang? Ou cette posture-là vous plaît bien? Est-ce que vous pensez qu'il va en arriver là? Très sincèrement, très franchement. Bon, s'il était honnête avec lui-même, comme il a dit à la conférence nationale, j'assume. Bon, il a encore qu'il n'a pas assumé au niveau de la conférence nationale. Et qu'il était acculé, et bon, il n'a pas fait. Lavement de main, on l'a fait. Bon. Mais malheureusement, le monsieur qui ne tire pas les leçons de l'histoire, s'il tirait les leçons de l'histoire, il peut savoir connaître que j'ai mal embarqué le pays. En ce moment-là, la question essentielle pour moi, c'est mais dans la situation où l'on sait qu'il a... Mais je sais que quand je le dis, c'est à dessein. Il ne peut pas le faire. Mais qu'est-ce que vous faites s'il ne le fait pas? Bon, voilà, c'est ça la question. Il y a des alternatives qui peuvent se passer. Il y a des alternatives qui peuvent se passer, effectivement. Si la conscience nationale ou les forces politiques, soi-disant l'opposition, s'il y en a encore, effectivement se préparent, et le peuple congolais peut se préparer pour une alternative beaucoup plus dramatique. Parce qu'on peut arriver à des drames. Parce que c'est qu'il ne sait pas que les choses au Congo sont telles qu'on peut arriver à des drames qui, pour lui et pour les autres, les uns et les autres, peuvent être très, 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 très chers. Donc la question essentielle est celle-là. Moi, personnellement, je n'ai pas nous avons nos assises, en ce qui me concerne aussi, je procéderai toujours à la limite d'un soulèvement populaire. Parce qu'il n'y a que ça. C'est le peuple qui doit en donner analyse, prendre ses responsabilités. Maintenant, si le peuple ne prend pas ses responsabilités à ce moment-là, bon, écoutez, il y a d'autres alternatives qui peuvent s'opposer à lui. Le doyen Abinia, sur Congo Liberty, nous avons commencé par parler donc de l'actualité de la diaspora congolaise. Ensuite, on est passé sur les différentes négociations qui pourraient advenir avec le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso. Mais on sait aussi que le doyen Abinia est un philosophe qui est passionné des sciences humaines et de littérature. Et moi, je souhaite vous parler à ce sujet de 2 livres. On va commencer par celui de l'écrivain Alema Bankou, qui a été interdit au Congo-Brazzaville. Et je sais que vous l'avez lu et que vous avez à ce sujet des choses à dire. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la démarche d'Alema Bankou, à travers la littérature, en dénonçant, en tout cas dans ce bouquin, il a parlé de l'histoire du Congo, est-ce que vous pensez que c'est une bonne méthode, ou comme le disent certains, pourquoi Alema Bankou ne franchirait pas le pas en se plongeant dans la politique? Oui, le livre d'Alema Bankou, c'est un livre profondément métaphysique. Dans ce sens que Alema Bankou est allé soulever les problèmes, disons, des assassinats des hommes politiques africains d'une manière générale. Il a parlé dans son livre de Lumumba, il a parlé de Thomas Sankara et bien d'autres. Dans la mesure où, effectivement, Alema Bankou, quand on a tué Ngouabi, Bankou avait 13 ans. Et en lisant ce roman, enfin en lisant ce livre, cette littérature, j'ai constaté qu'il a fait appel à ce qui manque dans l'actualité politique nationale. C'est-à-dire le côté métaphysique, le côté de la transcendance. Bon, il y a deux phénomènes Mingwa. Je vais vous citer à dessein. Le premier phénomène, c'est que, je cite un exemple que j'ai pu découvrir il n'y a pas longtemps à la littérature belge, c'est le compagnon de Lumumba. Il s'appelle Jean Van Lierde, qui a assisté à l'exécution, qui au moins a eu écho de l'exécution de Lumumba. Le jour que Munongo et les autres ont tué Lumumba, ils l'ont enterré dans un endroit au Katanga. Et dans cet endroit, un jour après les assassinats de Lumumba et ses compères, Munongo envoyait un homme pour aller vérifier si effectivement
les trois enterrés sont bien effectivement là. Ils arrivent au niveau des endroits où on les avait enterrés. Il y a une main qui s'est levée d'une manière miraculeuse, comme ça, soulever la main. La main se lève, et Munongo, l'envoyé spécial de Munongo, repart au village, dire: ah, je suis parti, on dirait à un mystère, il y a quelque chose, j'ai vu une main levée, là où on les a enterrés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans notre pays, le jour où on a assassiné le cardinal Bayenda, la même chose s'est produite. C'est-à-dire que ceux qui ont assassiné Bayenda ont eu du mal à faire retomber la main de Bayenda dans la fosse. Cela témoigne quoi? Cela témoigne que, effectivement, la question des assassinats, la question du mensonge, c'est le propre de Satan. Et c'est que Alain Mabankou dénonce dans les mensonges du pouvoir, dans les mensonges de ceux qui ont assassiné des hommes politiques et tout ça, en voulant le faire en catimini. Au contraire, ils ne le font pas parce que la providence regarde. Et je peux dire que Mabankou, pour nous, pour moi, aujourd'hui, ayant connaissance de la métaphysique, c'est le témoin de l'invisible. Parce que ce garçon-là a 13 ans quand on assassine Ngouabi. Mais on ne peut pas imaginer que les vérités de l'assassinat de Ngouabi ne pouvaient pas se retrouver dans des écrits, aujourd'hui, connus. Ça prouve qu'effectivement, dans la vie, d'une manière générale, l'invisible est là. Nous sommes les témoins de l'invisible. Et Mabankou est l'un de ceux qui peuvent prendre l'initiative aujourd'hui de dire des choses que certains Congolais ne disent pas. Donc c'est la pure métaphysique. Donc du coup, pour le Lumumba, l'endroit dont Munongo est venu voir la main levée, les gens sont allés le dire à Munongo là-bas: non, il faut, pour Lumumba, il faut qu'on le brûle, parce que sinon cet endroit va servir de pèlerinage à des Congolais demain. Aujourd'hui, voilà pourquoi le corps de Lumumba, on les a brûlés. On les a brûlés. Mais aujourd'hui, j'ai regardé encore. Cet endroit aujourd'hui sert de pèlerinage à des jeunes Congolais du Zaïre. Il y en a qui vont aller là-bas, tout le temps là-bas, voir où on a tué Lumumba. Donc, ce qui fait que l'immortalité des hommes politiques comme Lumumba et les gens comme les Bayenda et leurs bourreaux en supporteront les conséquences. Donc, ce qu'ils ne savent pas, c'est que quand André Mabankou, il dit que l'éternité suffit à elle-même, les gens comme les Sassou veulent défier le temps, veulent défier l'éternité. Mais en tout cas, et ils se mettent à tort de le faire, parce qu'ils ne savent pas ce que l'éternité leur réserve, ce que le temps leur réserve, pensant qu'ils sont tout puissants, mais en fait, ils sont rien. Est-ce que, doyen Abignan, là je parle aux sociologues, aux philosophes, est-ce que vous avez oublié, il y a une maxime célèbre qu'on attribue à Thomas Hobbes: l'homme est un loup pour l'homme, surtout dans l'état de nature. Est-ce que vous n'êtes pas là encore, excusez-moi, dans une espèce d'utopie, mais l'homme reste un loup pour l'homme. Sassou Nguesso reste un loup pour les Congolais, tout simplement. Est-ce que vous ne l'avez pas intégré? Non, je sais que Sassou, c'est un loup pour... Sassou, lui, par rapport à son cynisme, on le connaît. Mais le problème, c'est que c'est lui-même qui se fait du tort, parce qu'il est en train de préparer, aujourd'hui, fait du tort aux siens, fait du tort même à ses enfants. Aujourd'hui, par exemple, je prends les hommes les plus puissants qui ont été les gens comme les Mobutu, les gens comme les Bokassa. Où sont Mobutu et ses enfants? Où sont Bokassa et ses enfants? C'est les tout-puissants hier. Mais ils sont en train même de préparer, réserver des surprises à leur progéniture. Parce que les actes qu'ils posent, pensant qu'effectivement ils sont tout-puissants. Mais en fait, quand la mémoire collective revient sur ce qu'ils ont fait, mais écoutez, les drames que ça soit causé dans notre pays, les morts, on continue aujourd'hui à enterrer. Mais un jour, arrivera où, effectivement, on se retrouvera devant l'éternité en question, comme dit Mabankou, pour lui dire: écoutez, monsieur Sassou, le temps est aujourd'hui arrivé. Et comme aujourd'hui, on est en train de parler de Ali Bongo. Et donc, les gens, enfin, les personnages, ou ceux qui entourent le président Sassou en question, mais ils n'ont pas la lecture historique des choses.
Ils n'ont pas la lecture historique des choses, mais quand je vous parle de la maxime de Thomas Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, c'est tout simplement pour dire que peut-être que dans son essence intrinsèque, l'homme est par essence mauvais et que c'est les conditions de coercition de la loi qui font que l'homme, en particulier, ne devienne pas un loup pour l'homme. Est-ce que pour vous, l'homme est par nature bon ou par nature mauvais? Mais l'homme est c'est pour cela, quand je vous parle souvent des vertus, les vertus, c'est que effectivement, à un moment donné, l'homme peut arriver à distinguer le bien et le mal. Et quand l'homme n'arrive pas à distinguer le bien et le mal, à ce moment-là, on se trouve devant, effectivement, des absurdités. Parce que enfin, moi, je peux traduire mes convictions chrétiennes. C'est pas en tant que l'homme est mauvais, mais c'est la question fondamentale de la liaison de l'homme avec la providence. C'est ce qui fait que beaucoup de philosophes qui ont traité de cette question, et même des théologiens, montrent qu'effectivement l'homme peut s'améliorer. L'homme peut, effectivement, c'est Aristote qui dit que l'homme ne peut s'améliorer que dans la pensée, dans le bien. L'homme ne peut s'améliorer que dans le bien, parce qu'il est animal, c'est vrai, mais c'est par la pensée, par le bien, qu'il peut s'améliorer. Et donc, et c'est pour cela qu'ils ont, pour la plupart, contribué à réprimer les passions, notamment Platon et Aristote, mais c'est pour amener l'homme progressivement à s'améliorer, pour que, effectivement, l'homme ne fait que progresse vers l'excellence, progresse vers le bien. Mais quand ceux qui sont des abattardés, des gens qui ne veulent pas grandir, mais effectivement, on cultive la haine, on cultive le mépris, la jalousie et tout ça, et la conséquence, c'est tuer les autres. Alors, la conséquence de tuer les autres, on va parler d'un deuxième livre qui continue de faire beaucoup de bruit aussi, c'est celui de Dominique Nkounkou sur le génocide des Laris. À ce sujet, il faut relever qu'il y a eu deux tendances. Une tendance qui a dénoncé le fait que ce bouquin était un mensonge. Ça, c'est en particulier le pouvoir de Brazzaville et ses affidés. Et il y a une autre partie qui dit que finalement, il y a bien eu du génocide et peu importe, on va dire les approximations, en tout cas certaines approximations relevées dans ce bouquin, il y a bien eu un génocide. Au-delà du bouquin, il y a eu un génocide dans le pôle. À ce sujet de ce livre, est-ce que vous avez des choses à dire? Justement, ça dit que, moi je reprendrai à mon compte la réflexion faite par mon petit frère Wilfried Onyami, qui disait dans son post qu'il a posté il n'y a pas longtemps, que les hommes avides du pouvoir, ce sont ces mêmes hommes qui veulent espérer avoir le pouvoir. C'est-à-dire que le mensonge caractérisé, effectivement, du pouvoir de Brazzaville, fait qu'ils ignorent même les évidences. Il y a même des choses qui sont évidentes. Cette affaire de Larry, mais c'est pas tant le livre qui montre que mais c'est une affaire que toi et moi et les Congolais l'ont vécue. Et les satellites américains qui sont allés filmer les villages entiers qu'on a rasés, c'est pas de vue de l'esprit. C'est des choses qui existent. Effectivement, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a eu génocide dans cette région du Congo. Et il y a eu silence pendant un an. Pendant que les Ukrainiens, on faisait bombarder les Congolais par les Ukrainiens. Et les Ukrainiens, c'est des Congolais, encore qu'il y avait des pilotes congolais, d'accord. Mais c'est des pilotes ukrainiens pour aller bombarder une partie de la région de notre pays. Et vous trouvez ça normal? Vous trouvez des gens de PCT et bien d'autres qui disent que non, c'est pas un génocide. Mais écoutez, soyons sérieux. Mais au-delà des gens du PCT, vous allez m'excuser, lorsque M. Makome vient nous dire que M. Sassou est un artisan de la paix, quelque part, ça veut dire qu'au Congo, excusez-moi, c'est pas votre cas, on peut massacrer les Laris quand on n'est pas Lari, on s'en fout, on le voit avec M. Makome. Mais justement, ça dit que Makome, voilà des gens qui parlent avec légèreté des problèmes graves d'un pays. Parce que, effectivement, ne pas reconnaître ça, mais parler d'un bourreau du peuple congolais depuis 34 ans, qui ne fait que massacrer, broyer, vous parlez des gens qui renient la réalité. Mais écoutez, cette réalité est connue des Français, est connue des Américains, est connue de ceux qui, aujourd'hui, contrôlent le monde.
par des satellites. Ce n'est pas donc une invention de Larry ou de celui qui a écrit l'idée. Il n'a fait que refléter les faits. Alors, en ce moment-là, que vous trouvez les gens comme de Makomé, qui vont pleurnicher, qui vont appeler maman, papa et tout ça, alors que papa et maman sont à l'origine encore que cette maman-là, parlant d'Antoinette, cette maman-là qui a vu 13 enfants à Chakona tuer en fait, ce sont ses enfants. Mais pourquoi à cette période-là, cette maman-là ne s'est pas plainte avec son papa pour dire, ah voilà, on a tué des jeunes Congolais, faisons un peu un effort pour pouvoir, effectivement, ne fût-ce que comme Mapingou l'a demandé, demander pardon ou publiquement et tout ça lors des vœux. Le rôle d'une maman, c'est ça. Monsieur Abigna, le doyen Abigna sur Congo Liberty, on arrive au terme de notre émission. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Non, je voudrais ajouter deux choses. Je crois qu'aujourd'hui, la question qui nous est posée, comme nous on l'a rappelé au niveau des assises, c'est la question du nom sacré. Dans la tribune que nous avons sortie, on l'a rappelé que les Congolais doivent s'unir. Ça, c'est la première chose. Et Clément Mialassa est venu ici là pour demander à la diaspora de s'unir. Ça, c'est les vœux qui ont été émis à l'époque. Et aujourd'hui, la question, effectivement, de l'unité de la diaspora est toujours posée. Bon, maintenant, il y a des individualités, il y a des personnalités qui d'ici de là, font que, n'arrivent pas à résoudre cette équation-là, pour laquelle Makomé sont en train de prendre le devant. Bon, la deuxième chose, c'est que nous, aux assises, nous, on a rédigé le mémorandum qu'on a envoyé au FMI, un deuxième mémorandum qu'on a effectivement envoyé également, et dans lequel nous avons demandé à la garde et à son équipe de pouvoir, disons, conditionnaliser l'attribution de l'apport, de la question de revoir comment effectivement traiter avec l'État congolais. Tant entendu que ceux-là qui dirigent, ce sont ceux qui ont même les voleurs et consorts. Donc, nous voulons réactiver cette question du FMI et demander à nos amis qui sont des assises des États-Unis pour pouvoir effectivement être toujours aux portes de la garde pour pouvoir effectivement actualiser la question de la reprise des négociations avec le Congo. Parce que Sassou et son équipe ont montré leur incompétence. Donc on ne peut pas ne pas en parler. Ça, c'est la deuxième chose que je tenais à dire. Pour le reste, au niveau de la diaspora ici, nous devions effectivement toujours continuer à se battre, malgré nos multiples difficultés, malgré nos souffrances et tout ça, pour que effectivement ce pouvoir-là continue, pour que ce pouvoir-là arrive à constater qu'il ne peut pas avancer parce qu'il a entraîné le pays avec son équipe, avec leurs équipes dans la situation que l'on sait. Donc voilà en gros ce que je tenais à ajouter. Merci. C'était le grand oral du doyen Abigna, qui est un habitué de Congo Liberty. Et nous appelons toutes les personnalités congolaises qui veulent s'exprimer de passer sur Congo Liberty. Effectivement, on ne vient pas sur Congo Liberty les mains dans les poches. Les questions sont parfois assez tranchantes. Mais bon, c'est l'esprit Congo Liberty. Doyen Abigna, nous vous remercions de vous être déplacé et de nous avoir fait part de vos réflexions sur l'actualité congolaise. On vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, Mingwa.